Et voilà. Là, tu vois que ça tourne ? Ouais. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, moi c'est Florence. Moi c'est Laurent. Voilà, on est les deux parents de la famille Rien de Neuf. Alors on avait été invités par les Cocottes de Saint-Louis à la fin du mois de mars pour donner une conférence sur notre expérience vécue en famille qui était un défi Rien de Neuf. Donc en fait pendant 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2019, on avait décidé en famille de ne rien acheter de neuf. Donc on a 3 enfants qui ont 11 ans, 8 ans et 2 ans. Et 2 ans, oui, exactement. Voilà. Et donc, on a décidé du coup, étant donné les circonstances, le confinement, de choisir une formule en fait de questions-réponses. Comme ça permet de quand même répondre à un maximum de questions qui ont été posées sur Facebook, sur la page Facebook de Les Cocottes, et ainsi de partager notre expérience avec un maximum de personnes. Voilà. Voilà, le contexte est assez particulier vu qu'on est en confinement en ce moment et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas vraiment faire la conférence en live, mais en même temps on se dit que ça a été certainement l'occasion pour nombre d'entre vous d'expérimenter en fait une forme de déconsommation, de plus consommer que ce soit des vêtements, toute une série de choses du quotidien, alors de manière un peu forcée, mais du coup c'était certainement aussi l'occasion de faire un petit peu le tri entre ce qui est nécessaire, utile, de ce qui est un peu superflu. Et donc voilà, vous êtes maintenant un peu plus aguerris, j'ai envie de dire, à cet exercice, et c'est l'occasion pour nous de partager en tout cas notre expérience tout simplement. Voilà, donc je propose de voir directement les premières questions. Alors, donc le défi Rien de Neuf, quel impact pour le portefeuille ? Florence. Alors, clairement, un impact positif. Donc, il est évident qu'on a fait pas mal d'économies pendant cette année Rien de Neuf, essentiellement sur tout ce qui était achat de seconde main. Deux écueils à éviter quand on fait du Rien de Neuf pour que ça puisse vraiment avoir un impact sur le portefeuille. D'abord, c'est de ne pas acheter en quantité parce qu'on se dit que c'est pas cher si c'est du seconde main, et donc qu'on peut acheter plus que d'habitude. Ça, c'est évidemment une des tentations qui pourrait y avoir. En général, là, c'est la maison ou le code qui peut pas être extensible aussi. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on n'a plus de place et c'est peut-être ça qui fait qu'on va se restreindre. Voilà, mais d'emblée, il pourrait y avoir cette tentation d'acheter plus parce que ça coûte moins cher, donc ça, attention à ça. Et puis, l'autre aspect, c'est que nous, on avait décidé de remplacer, par exemple, pour une série de cadeaux d'anniversaire, les cadeaux matériels par des cadeaux immatériels. Et ça, au final, ça nous a coûté cher. Alors, on a fait un transfert de budget. Au final, sur l'année entière, notre budget n'a pas été augmenté. Notre budget familial, de dépenses familiales, n'a pas été augmenté, puisqu'on a fait un transfert du matériel vers l'immatériel. Mais c'est vrai qu'aller à un concert, aller au resto, dans le cadre d'un anniversaire où on invite quelqu'un, eh bien, ça coûte souvent beaucoup plus cher que d'aller acheter un simple petit cadeau, un CD, un livre, surtout si ce cadeau est acheté en seconde main en plus. Voilà, donc attention à ces deux écueils-là quand il s'agit d'acheter du seconde main. Très bien. Deuxième question, comment généraliser le mouvement Rien de Neuf ? Vaste question. Alors, à ce niveau-là, moi ça m'intéresse parce que ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dans le milieu associatif et bien souvent, l'objectif des mouvements associatifs, c'est d'essayer de changer un peu les comportements et d'essayer de généraliser les bons comportements, justement. Là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas 36 solutions, et c'est d'ailleurs ce pourquoi on a choisi aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, de faire ce défi. C'est que moi je pense, et d'ailleurs c'était une des questions qu'on aura après, qu'il est très compliqué de convaincre, en tout cas les non convaincus, et donc l'exemple par simplement donner l'exemple en fait à travers toute une série pratiquer et montrer ce qu'on fait, ça permet déjà de généraliser un petit peu la chose et montrer aussi que, enfin il y a notamment une petite citation qui me vient en tête, c'est que c'est beaucoup plus efficace finalement qu'il y ait 1000 personnes qui fassent des petits changements qu'une personne qui fait de grands changements.
Et donc l'idée c'était pour nous aussi de montrer qu'une famille bruxelloise, alors classique mais avec un certain pouvoir d'achat, pouvait faire le choix en tout cas d'arrêter de consommer. On a fait des choix il y a déjà 15 ans au moins d'arrêter d'avoir une voiture malgré le fait qu'on ait des enfants, etc. C'est de montrer toutes ces petites astuces du quotidien et comment on implémente tout ça dans notre quotidien et que c'est accessible à tous. Alors il est clair, si je puis ajouter quelque chose, c'est que il y a 10 ans de ça, notre défi n'aurait pas été possible dans les mêmes proportions parce que l'offre de seconde main n'était pas aussi importante. Et donc c'est évident que quand mon fils aîné est né il y a 11 ans de ça, les magasins de seconde main pour enfants, il y en avait quelques-uns, mais l'offre était relativement limitée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques qui ont ouvert, et d'ailleurs qui ont ouvert ces 2-3 dernières années. Il y a des sites en ligne qui se sont développés, donc il y a vraiment une offre qui existe. On peut dire la même chose du côté des livres de seconde main, bien que ça c'est un secteur qui existe quand même depuis beaucoup plus longtemps. Les magasins de seconde main pour femmes, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer aussi maintenant. Et si on prend aussi toutes les plateformes en ligne de vente entre particuliers, de revente d'objets entre particuliers, ce sont effectivement des outils qui n'existaient pas il y a quelques années et donc qui ont vraiment facilité notre défi. Donc voilà, ça c'est sûr. Moi je dirais que pour synthétiser, effectivement, il y a d'un côté l'offre qui doit être de plus en plus importante et qui l'est à Bruxelles. On a la chance de vivre dans une capitale où il y a vraiment énormément de jeunes entrepreneurs qui développent cette offre. Et la demande, et là c'est de la responsabilité de tout un chacun d'aller consommer dans ces nouveaux endroits, ces nouveaux espaces en fait où ces nouveaux services sont proposés. Après on pourrait rajouter aussi qu'il y a la responsabilité du politique évidemment, c'est-à-dire d'encourager les initiatives pour consommer le seconde main. On pourrait imaginer une TVA qui soit moins importante sur les produits de seconde main. Voilà, on pourrait imaginer un soutien particulier aux entreprises qui se développent dans ce secteur-là, dans tout ce qui est économie circulaire. Il y a pas mal de choses qui se font à Bruxelles. Il y a tout effectivement au niveau économie circulaire, il y a des aides à l'investissement, il y a toute une série de choses, mais c'est vrai qu'on pourrait passer à une étape supérieure, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal et en tout cas, lorsqu'on s'intéresse à ce sujet et à ce secteur, il y a déjà énormément de choses qui se font et surtout, j'ai envie de dire, ce sont des belles personnes qu'on a pu rencontrer pendant toute cette année 2019 aussi. Oui, et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen de consommer du seconde main parce qu'il y a une offre qui existe, mais il faut chercher. Nous, ça a été aussi une partie enthousiasmante cette année. Moi, c'était un peu chaque semaine, j'avais ce petit défi de découvrir un nouvel acteur dans le domaine de l'économie circulaire, d'aller voir ce qu'il faisait, d'aller lui poser des questions, d'aller l'interroger. Et donc ça, voilà, ça a fait aussi partie de notre défi et cet aspect humain était tout à fait essentiel et vraiment chouette dans notre défi. Voilà, juste une dernière chose, c'est que je me rends compte aussi qu'il y a toute l'image du rien de neuf parce que le seconde main existe depuis des années et des années. Ce qui se passe, c'est que ça devient tendance aussi de consommer du rien de neuf, ça devient tendance d'offrir un cadeau rien de neuf et finalement c'est une norme sociale qui évolue et cette norme sociale pour qu'elle évolue encore plus vite finalement c'est à tout un chacun d'offrir en tout cas ou de se lancer des défis en famille, de se dire ok pour Noël la prochaine fois on n'offre que des cadeaux de seconde main ou des cadeaux faits soi-même ou ce genre de choses et tout de suite ça met un petit challenge et il y a un côté ludique derrière ce genre de choses qui font évoluer cette norme sociale de se dire finalement c'est pas has-been d'offrir un cadeau rien de neuf. Oui, et pour rebondir sur cette question de norme sociale, il y a quelques années par exemple ça me serait jamais venu à l'idée d'acheter un vêtement de seconde main plus d'une dizaine d'euros. Aujourd'hui, je trouve ça tout à fait normal si je vais dans une boutique de seconde main que le vêtement a été sélectionné, a été choisi, a été présenté de manière à ce que je puisse facilement y avoir accès et qu'il y a derrière effectivement quelqu'un qui paye un loyer, qui doit payer son salaire et qui donc a des frais fixes sur une boutique. Eh bien, je trouve ça tout à fait normal d'aller payer un vêtement qui sera potentiellement un vêtement de marque sélectionné qui va durer sur le temps, d'aller le payer 30-35 € en seconde main, voire parfois plus si ce sont vraiment de belles pièces. Donc ça, voilà, de ce point de vue-là, j'ai vraiment vu ma propre norme sociale évoluer ces dernières années. Alors, prochaine question. Est-ce que acheter en seconde main,
c'est une activité chronophage. En gros, est-ce que ça prend beaucoup de temps et comment tu as vécu ça? Alors, moi, clairement, en tant que mère de famille, ça a été un des points positifs cette année. Dans mon expérience, c'est que non, la réponse est non. Acheter en seconde main n'est pas plus chronophage que d'aller dans un shopping faire des courses, que d'aller au supermarché, ça c'est sûr que non. Alors, c'est simplement une autre manière de fonctionner, une autre manière de faire, c'est-à-dire que le temps que j'aurais passé avant un samedi après-midi dans un supermarché, eh bien, il va être divisé en deux. C'est-à-dire que je vais éventuellement passer d'abord un peu de temps sur des plateformes en ligne comme seconde main pour essayer de trouver l'objet dont j'ai besoin. Puis, je vais prendre contact avec la personne qui a l'objet et puis je vais finalement me déplacer jusque chez la personne pour aller chercher l'objet. Tout ce temps-là, ces différents temps-là mis les uns à côté des autres ne seront pas plus importants, ne me prendront pas plus de temps au total que de me déplacer dans des horaires où je peux me déplacer en dehors de mes horaires de travail dans des grands magasins pour aller chercher du neuf à un grand magasin où je vais devoir faire la file, où je vais devoir prendre du temps pour choisir ce dont j'ai besoin, où je vais devoir éventuellement le trajet aussi pour me déplacer jusque dans le grand magasin va me prendre un certain temps. Ça va me prendre de l'énergie, etc. Et donc, au final, pour moi, le temps passé, il est totalement identique. Et moi, je considère que je m'épuise beaucoup moins nerveusement à faire les choses tranquillement depuis chez moi que de devoir aller dans un grand magasin. Alors ça, je vais juste te couper 2 secondes, je me fais un peu l'avocat du diable, mais pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent « Ouais, mais lorsqu'on a un anniversaire, un petit truc, le simple fait d'aller acheter une babiole au magasin juste avant d'aller à l'anniversaire, ou enfin voilà, est-ce que finalement ça permet de baquer en fait cette question de penser à un cadeau, à savoir qu'est-ce qu'on va acheter à la personne, de quelle manière, enfin voilà, ça aide quand même. Alors, c'est vrai et pas vrai parce que, bon, alors d'abord maintenant il y a aussi une offre de magasins de seconde main beaucoup plus importante, donc il y a des magasins de seconde main comme les petits riens qui font beaucoup plus attention aux produits qu'ils sélectionnent, à la manière dont ils les présentent. Il y a des magasins comme Human aujourd'hui, donc à Bruxelles. Bon là évidemment je parle de références bruxelloises puisque on vit tous les deux à Bruxelles, mais qui sont des magasins qui proposent des rayons d'objets, de fournitures en seconde main, et donc on peut trouver des chouettes choses rapidement quand on a besoin justement de faire des cadeaux sans devoir commencer à chercher. Bon, moi j'ai fait beaucoup de cadeaux de seconde main cette année par exemple, où j'ai donné des choses à moi, des choses auxquelles je tenais parfois, mais que je savais qui allaient plaire à une personne X ou Y dans mon entourage, parfois des choses que je n'utilisais plus, dont moi je n'avais plus l'usage, qui étaient évidemment en super bon état et que j'ai pu donner à d'autres. J'ai reçu aussi moi comme ça des cadeaux de seconde main qui appartenaient, des objets qui appartenaient à d'autres, et je trouve que voilà, de ce point de vue-là, ça m'est arrivé plein de fois de finalement ne plus devoir aller au magasin et me dire « Oh, c'est génial, en fait, pour l'anniversaire du petit copain de mon fils, en fait, mon fils a ressorti un bouquin qu'il avait déjà lu et qu'on a offert au petit copain qui était super content, et moi, j'ai même pas eu à me déplacer pour aller faire une course. » Donc voilà, je trouve qu'au final, l'un dans l'autre, les choses s'équilibrent assez bien, et si peut-être une fois ou l'autre, je vais mettre un peu plus de temps à trouver un cadeau de seconde main pour quelqu'un, je vais par ailleurs une autre fois en prendre beaucoup moins. Et donc voilà. Par contre, il y a une chose dans la relation au temps peut-être qui change, c'est que on a moins la possibilité d'être dans l'immédiateté. Ouais. J'allais y venir en fait. Voilà. C'est que finalement, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est vraiment une question d'organisation, oui, et d'implémenter cette donne dans la vie au quotidien. Oui. Ça veut dire qu'on doit s'y préparer souvent bien à l'avance, essayer d'anticiper les choses, de s'organiser en fait. Tout à fait, et j'ai envie de dire que ça effectivement, c'est peut-être la chose qui change dans la relation au temps. Alors,
ça a parfois des désavantages. Donc c'est vrai quand il faut trouver des choses dans l'urgence, je pense, si je prends l'exemple par exemple de ma fille qui avait besoin de chaussons de danse un peu dans l'urgence, eh bien voilà, je me suis retrouvée tout d'un coup à me dire comment est-ce que je vais faire. Et puis finalement, on en a parlé à la prof de danse et il se faisait que la prof de danse avait elle-même des chaussons chez elle appartenant à sa fille qu'elle a pu nous refiler. Et donc en plus, elle était super contente de pouvoir participer à notre contribuer à notre défi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on oublie souvent effectivement que la solution, elle est parfois plus facile qu'on ne pense et que donc il suffit parfois simplement de se tourner vers son entourage pour essayer de trouver un objet qui nous manque, d'avoir quelque chose à prêter quand on a besoin, plutôt que d'aller immédiatement acheter. Et donc ça, c'est un autre point positif, c'est que le fait de ne plus pouvoir être dans cette immédiateté fait que ça réfrène les achats et que parfois ça permet de se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter l'objet qu'on avait envie d'acheter, le vêtement qu'on avait envie d'acheter, puisqu'on ne peut plus le trouver tout de suite. Parfois on se rend compte en fait qu'au bout d'une semaine, 10 jours, que finalement cet achat on n'en avait pas vraiment besoin, qu'on a peut-être trouvé une autre solution entre-temps. Et voilà. C'est le désir passe par le filtre en fait de cette fameuse méthode bisou que certains ont déjà théorisé un petit peu, et donc à travers ce filtre, parfois on se rend compte qu'on n'a pas besoin forcément de tel ou tel objet en fait. Mais voilà. je vais rebondir justement sur une question qui est assez précise. Alors, quid pour les fournitures scolaires? Donc là c'est quand même très précis, c'est quelque chose de récurrent et lorsqu'on a 3 enfants, c'est important. Oui, et là c'était un peu ma bête noire d'avance, je redoutais la rentrée scolaire. Tu l'avais bien anticipé du coup. Oui, alors du coup je l'avais vraiment bien anticipé, effectivement, dès la fin du mois de juin j'étais déjà en train de penser à la rentrée de septembre. Juste une chose, il faut préciser que effectivement c'est quand même toi qui gères les fournitures scolaires, on est dans certains schémas en fait, assez classiques dans notre couple où tu gères toute une série de choses en fait, liées aux enfants notamment. Effectivement. Et c'est pour ça que tu parles beaucoup aujourd'hui. Voilà, effectivement, je suis plutôt celle qui gère les achats dans la famille et c'est vrai que les fournitures scolaires, j'ai plutôt l'habitude de prendre la liste des courses et puis aller veille de rentrée des classes, faire mes achats en grand magasin sans me poser beaucoup de questions. Cette année, en 2019, je m'en suis posé des questions et en fait, on a essayé d'être assez méthodologique de la manière dont on a fonctionné. Donc, premièrement, regarder ce qu'on avait chez nous et là, ça a été vraiment la surprise générale. Bon, j'avais pas des enfants qui rentraient en première primaire, donc c'était sans doute plus facile puisqu'ils avaient déjà du matériel de disponible des autres années, mais on a eu 80% du matériel demandé sur les listes qui a pu être récupéré à la maison, ce qui était quand même énorme comme constat. Je m'y attendais pas du tout en fait. Tu en as fait un article d'ailleurs. Oui, j'en ai fait un article sur notre blog parce que ça m'avait vraiment fortement surprise. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au Petit Rien, où ils ont un rayon de fournitures scolaires, donc à peu près mi-août, je dirais, fin de la première quinzaine du mois d'août. Mais il n'était pas encore oui, c'est ça. Oui, il n'a pas été tout de suite achalandé, donc il faut attendre plus ou moins, il faut attendre mi-août en général pour que le rayon soit vraiment mis en place. Donc on a trouvé pas mal de choses là. Alors à défaut de trouver des choses de seconde main, j'ai fini aussi par me tourner vers du matériel recyclé. C'était une des choses qu'on s'était permise dans le cadre du défi, si vraiment on ne trouvait pas en seconde main, c'était d'essayer de trouver des matériaux neufs mais fabriqués en Belgique ou à base de produits recyclés. D'ailleurs, ça nous a permis de trouver toute une série de petits fournisseurs belges. Oui, en fait. tout à fait. Et même ou alors des artisans qui font de l'upcycling aussi. Et donc ça, l'upcycling, c'est l'idée de réaffecter un objet à une autre utilisation que l'utilisation qui était prévue au départ pour cet objet, et donc de le recycler, si on veut, d'une certaine manière, autrement. Donc voilà, et donc effectivement pour les fournitures scolaires, on a fini par trouver, alors du coup j'ai mis un peu plus d'argent effectivement dans ce que je leur achetais neuf mais fait à partir de matériaux recyclés, parce que c'est clair que ça ce sont des matériaux qui coûtent souvent plus cher. En espérant qu'ils soient durables au sens qu'ils durent plus longtemps. Voilà, mon espoir étant qu'ils durent sur plusieurs années, que certaines choses puissent être passées d'un enfant à l'autre. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer non plus, il y a des choses qui vont être perdues dans le matériel scolaire, ça c'est toujours le cas, mais voilà, ça il faut s'en faire une raison.
Et donc effectivement, du coup, j'avais plus trop de problèmes à investir dans ces petits producteurs locaux qui proposaient du matériel recyclé parce que j'avais par ailleurs fait une économie énorme sur ces 80% de fournitures qu'on avait retrouvées. Donc faites l'exercice un peu une fois chez vous, d'aller voir ce que vous avez dans les fonds de tiroirs, dans les fonds d'armoire, et vous verrez que vous serez étonné de ce que vous pouvez retrouver. Alors là, on aborde la question du kit déchet que tu as mis en place en cours d'année. Oui, le kit zéro déchet, je crois que... Qu'est-ce que c'est ce kit zéro déchet? Quels sont les choix que tu as pu faire et au quotidien, comment tu l'utilises? Alors c'est vrai que je pense que le reportage qui avait été mis sur la page de l'Écocote pour lancer ce question-réponse reprenait justement cette question du kit zéro déchet. C'est pour ça, à mon avis, qu'on a eu la question. Alors moi, en fait, donc, à un moment donné, je me suis dit... On a une vie très très remplie, 3 enfants, on bosse à temps plein tous les deux, et pour moi c'était un peu galère l'idée qu'il fallait pour à la fois les collations, le repas de midi, si je devais vite faire une course en fin de journée, être dans une démarche zéro déchet, ça me paraissait quelque chose de vraiment impossible. Limite le rien de neuf à côté de ça me paraissait beaucoup plus facile que d'aller vers du zéro déchet. Et donc là, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je m'organise, que je me fasse un kit que je prends tous les matins avec moi, alors qu'il peut être un peu modifié en fonction de ma journée, mais quelque chose qui fait que j'ai plus vraiment à réfléchir en fait sur ce que j'emporte et qui me permet d'aller vers du zéro déchet un maximum dans ma journée. Alors, concrètement, comment ça se matérialise? Alors, je commence ma journée avec ceci, qui est une petite pochette que... En toile cirée à l'intérieur. En toile cirée à l'intérieur, que j'ai trouvé chez Cyclub, qui est une petite boutique qui fait justement de l'upcycling en récupérant à partir de tissus, de nappes cirées, etc. Je crois que c'est géré par le CPS de Bruxelles. C'est géré par le CPS de Bruxelles-Ville et ça se trouve rue Haute, juste avant l'hôpital Saint-Pierre. Et cette petite pochette, je l'ai tous les jours avec moi pour mettre mon pain au chocolat ou mon croissant que je prends à la station de métro le matin. Typiquement le genre de choses que... Tu fais pas toi-même ton pain au chocolat? Non, je fais pas moi-même mon pain au chocolat. Non, pas encore. Mais par contre, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était vraiment con parce que tous les matins, quand je prenais... Enfin, tous les matins, je prends pas un pain au chocolat tous les matins, je vous rassure. Mais les matins où je prenais un pain au chocolat à ma station de métro, la vendeuse me le mettait dans un sachet et puis en fait le sachet il était directement jeté à peine sorti de la petite boulangerie et donc en fait il me servait très exactement 30 secondes, même peut-être 12 secondes effectivement, et donc voilà, et donc ceci ça m'a permis déjà d'évacuer ce déchet là le matin. Je me permets de te presser un petit peu parce que je vois que la jauge de la batterie clignote, donc si tu peux accélérer un petit peu. Alors autre chose qui m'a changé la vie, c'est la petite gourde petit format à glisser dans le sac, c'est vraiment indispensable. Franchement, moi je suis le plus heureux parce que ça fait 10 ans que je lui demande de plus acheter de bouteilles en plastique. Voilà. Et grâce à ce défi, on a pu passer à toute une série de choses. C'est vrai que on en discutait, elle me disait oui mais c'est contraignant, etc. Et en fait souvent il suffit d'un déclic, il suffit de se dire ok, on s'y met et on passe à autre chose. Voilà, la grande gourde c'est l'équivalent. Alors très important, moi ça je ne la quitte plus, ça s'appelle une tiffine, donc c'est une espèce de boîte à tartines en inox et qui permet à l'intérieur de mettre absolument ce qu'on veut, à la fois du chaud, du froid, un sandwich, je l'ai testé avec tout ce qu'on veut. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut à la fois mettre des choses qu'on prend avec soi le matin, mais aussi arriver dans une sandwicherie, dans n'importe quel endroit à midi pour pouvoir mettre un repas chaud, un repas froid, tout ce qu'on veut. Et avec ça, en fait, je fais tout. C'est-à-dire que je peux vraiment aller n'importe où à midi pour aller chercher un plat à emporter. Après, ça passe au lave-vaisselle, les bords sont étanches. Enfin, voilà, il ne faut pas mettre de l'eau non plus et en mettre n'importe quoi, mais je veux dire, on peut mettre de la sauce, on peut mettre une série de choses. Et il y a des petits modules de compartimentage, en fait. Et il y a même moyen de le mettre au four. Pas au four à micro-ondes, mais au four simple pour pouvoir réchauffer. Donc, c'est vraiment super pratique. Là, super après, il y a aussi, évidemment, ça, c'est par exemple, il y avait une question sur les sandwichs qui nous avait été posée. Voilà, ça, c'est typiquement un truc qui permet de mettre un sandwich, dedans, comme ça, avec un intérieur qui est imperméable et qui permet, c'est comme un truc à sandwich, donc après vous avez votre sandwich, voilà,
comme ça qui est refermé et vous avez votre sandwich de midi. Et alors les petits sacs à vrac qui permettent de mettre toute une série de choses, y compris si on va faire des courses, voilà. Oups, le soir, vous voulez acheter du pain en sortant du boulot, vous avez un petit sac à vrac avec vous, voilà. C'est un kit qui finalement, oui, ça peut paraître important, mais si, voilà, si vous regardez mon petit kit ici avec ma bouteille d'eau, voilà, on n'en est jamais que à ça, j'ai envie de dire, que vous mettez dans votre sac à dos tous les jours et avec ça, vous avez franchement l'essentiel pour aller vers du zéro déchet au quotidien. Après, évidemment, ça ne vous permet pas de faire des grandes courses. Ça, voilà, à vous de prendre, quand vous allez faire vos grandes courses, des sacs à vrac avec vous et de vous organiser de cette manière-là. Mais ça permet, en tout cas, c'est un kit qui permet de pallier à l'imprévu. Voilà. Voilà. Alors, dans le défi, le plus simple et le plus difficile. On va essayer d'être concis. Ouais, alors le plus difficile, clairement, c'était la question des chaussures des enfants. Et là-dessus, voilà. on a passé pas mal de temps, d'énergie. Voilà. J'ai fait tout un article sur mon blog que vous pouvez aller lire. Mais voilà, la question des chaussures. Et moi, je ne me suis pas acheté de chaussures pendant 1 an. La question était réglée. Donc, je reconnais que j'avais suffisamment de chaussures chez moi. Mais donc, voilà, clairement. Le plus simple, tout le reste, j'ai envie de dire. Ouais, finalement, il n'y a pas eu... J'ai envie de dire le plus simple, c'était presque avec les enfants. Ouais. Où en fait on avait pas mal de craintes à se dire oui mais on va changer quand même pas mal de choses. Nos enfants étaient quand même accros, que ce soit au Lego, au Playmobil, etc. Et au final en fait ça a été pour eux une évidence en fait et un vrai bonheur de pouvoir justement s'offrir des cadeaux immatériels, de pouvoir partir à vélo, de mettre en place des voyages, des choses comme ça. Enfin, ça a été vraiment le plus simple. Oui, je trouve aussi étonnamment, en fait, les enfants sont extrêmement flexibles, malléables et beaucoup plus qu'on ne le croit. Et donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça, à faire ce genre de défi. Les inclure dès le départ, en fait. Et à les inclure. Et il ne faut surtout pas se dire « Ah, mais c'est trop compliqué pour des enfants de pouvoir comprendre ça. » Parce que, voilà... C'est souvent nous qui projetons toute une série de choses. Exactement, en fait. Exactement. Donc, voilà. Alors, avez-vous eu des réactions sociales désagréables ? Alors là-dessus, moi, je voudrais juste dire, en fait, je me rappelle au tout début du défi, en fait, quand il était lancé dans la presse, notamment par Zero Waste France, en France notamment, il y a eu toute une série d'articles qui ont été mis en place avec des réactions, j'ai envie de dire un peu réactionnaires, de personnes qui disaient que, oui, mais si un trop grand nombre de personnes arrêtent de consommer, alors en gros l'économie va s'arrêter et en gros on doit continuer à consommer. Mais voilà, nous c'était vraiment de questionner surtout la question de acheter, jeter, de manière linéaire et de se poser la question de ce qu'on achète, est-ce que c'est utile effectivement dans une société comme la nôtre. Donc on a pu avoir des débats avec la famille aussi, en fait, où le défi n'a pas toujours été bien compris dans la finesse. On a eu l'occasion en plus d'en discuter par après et je pense qu'au final, tout le monde a bien compris la démarche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi eu peur au départ et qui nous ont regardés en disant mais c'est qui ces hurluberlus qui se lancent dans ce défi-là, ils sont vraiment aussi extrêmes que ça dans leur démarche écolo. Enfin voilà. Et en fait, au final, ils ont vu pendant l'année que faire ce défi, ça ne nous empêchait pas de nous faire plaisir, ça ne nous empêchait pas de continuer à acheter des choses, de faire fonctionner un certain type d'économie, pas forcément l'économie des grandes chaînes, des grands magasins, mais une économie plus locale. Et que c'était pas pour ça. L'aspect ludique aussi. L'aspect ludique, que nos enfants n'étaient pas malheureux pour autant, qu'on n'arrêtait pas de leur offrir des cadeaux à leurs anniversaires pour autant, qu'on n'était pas vus comme des parias à l'école, que voilà, qu'ils n'étaient pas qu'ils continuaient à être en ordre de matériel scolaire, qu'ils continuaient à avoir tout ce dont ils avaient besoin pour leurs activités parascolaires aussi, on a des enfants qui font beaucoup d'activités, qui font du sport, qui font des activités culturelles et ils ont toujours bénéficié de tout ce qu'il fallait. Il y a eu une autre réaction aussi qu'on a eue au début, c'était de dire en achetant du seconde main, vous allez priver des gens qui en ont vraiment besoin
de cette manne du seconde main. De cette manne du seconde main. Vous allez priver ces gens Et en fait, c'est faux parce que d'abord, des magasins comme les Petits Riens ont besoin aussi de gens comme nous qui viennent acheter du seconde main parce que acheter chez eux, c'est permettre à leur projet de survivre. Ça, surtout c'est une que c'est première souvent chose. des projets qui sont des projets d'insertion socio-professionnelle Oui, à la base, tout à fait. sur la base en fait de cette activité de recyclage en fait, et ils ont besoin qu'un maximum de gens achètent pour développer en fait cette activité. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'aujourd'hui les Petits Riens ont changé complètement leur manière de vendre aussi le seconde main, qui est devenu beaucoup plus agréable et accessible. Tout à fait, et qui s'adresse aussi à des publics très variés. Et puis alors il y a aussi des magasins de seconde main qui, je pense notamment à des vêtements, à des magasins de seconde main de vêtements pour femmes, qui en fait ont des prix relativement élevés et qui ne sont pas du tout destinés à des populations précarisées, mais au contraire à des gens qui ont un peu les moyens aussi. Seconde main, il y a seconde main et seconde main en fait. Voilà, il y a différents publics cibles, il y a un vrai positionnement stratégique marketing des différents acteurs. Donc c'est un secteur d'activité qui se développe, et d'ailleurs les perspectives sont de plus en plus grandes, et surtout la manne, elle est aujourd'hui loin d'être épuisée en fait. Tout à fait.